C'est une histoire de rupture, de chaos, de réinvention successive. Une saga politique où la guillotine a côtoyé la philosophie, où l'idéal s'est souvent fracassé sur le mur de la réalité. Bienvenue dans l'épopée de la République française. Tout commence par une crise financière, sociale, politique. En 1789, la France est au bord du gouffre. Le royaume est ruiné. Les caisses sont vides, littéralement. Et les privilèges de l'aristocratie, eux, bien pleins. Pendant que les nobles festoient à Versailles, le peuple peine à se nourrir. Le prix du pain explose. La famine rôde. La monarchie absolue de droit divin n'est plus divine pour grand monde. Et pourtant, Louis XIV n'est pas le plus autoritaire des rois. Il est mou, hésitant, indécis. Il convoque les États généraux pour résoudre la crise fiscale, croyant pouvoir en tirer un compromis. Sauf que les représentants du tiers-État, ces 98% de la population, ne veulent pas seulement un compromis, ils veulent un changement radical. Le 17 juin 1789, il se proclame Assemblée nationale. 3 jours plus tard, il prête le serment du jeu de paume. Ne jamais se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. On ne le sait pas encore, mais l'Ancien Régime vient de vivre ses dernières heures. Le 14 juillet 1789, c'est la prise de la Bastille, une prison presque vide, défendue par quelques vétérans, mais qu'importe. L'événement est hautement symbolique. Le peuple s'empare de l'arme du pouvoir, la violence légitime. À Paris, comme dans les campagnes, c'est l'insurrection. La grande peur gagne les provinces. Les châteaux sont incendiés, les titres de propriété brûlés. Le 4 août, l'Assemblée abolit les privilèges féodaux. Dans ce climat explosif naît un texte fondateur, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Rédigée à chaud, entre espoir et peur, elle proclame l'égalité devant la loi, la souveraineté du peuple, la liberté d'opinion. Un souffle révolutionnaire inspiré des Lumières, de Rousseau, Montesquieu, Voltaire, mais aussi de l'indépendance américaine qui a montré que l'impossible pouvait se faire. Louis XIV, pendant ce temps, joue la montre. Il accepte les changements du bout des lèvres. Il déménage à Paris sous pression des foules, après la fameuse marche des femmes sur Versailles en octobre 1789. Celles-ci, parties chercher du pain, reviennent avec le roi, encore un symbole, mais la monarchie ne se laisse pas faire. Dans l'ombre, elle complote. Et en juin 1791, Louis tente de fuir avec sa famille. Direction Varennes. Sauf qu'il est reconnu à une étape à cause de son profil sur les assignats, les billets de banque. Autant dire qu'on est loin du génie tactique. Il est arrêté, ramené à Paris, sous les huées. La confiance est rompue. On ne le perçoit plus comme un roi réformateur, mais comme un traître. En 1791, une constitution est adoptée. C'est une monarchie constitutionnelle. Le roi conserve un droit de veto. Les députés sont élus au suffrage censitaire. Seuls les citoyens les plus riches votent. On rêve d'un modèle à l'anglaise, sauf que la société française, elle, bouillonne encore. La colère sociale, les pamphlets enflammés de Marat, Desmoulins, Hébert, les clubs politiques, jacobins, cordeliers se multiplient. Les sans-culottes, ces artisans et ouvriers de Paris, prennent une place centrale. La rue commence à faire la loi, et puis il y a la guerre. L'Assemblée, prise entre paranoïa et idéalisme, déclare la guerre à l'Autriche en avril 1792. On croit que les peuples voisins vont se révolter par mimétisme. Raté. Les armées françaises sont mal préparées, la peur d'un complot intérieur enfle. Dans ce contexte délirant, les Tuileries, où résident le roi et sa famille, sont prises d'assaut le 10 août 1792. C'est la fin de la monarchie. Louis XVI est arrêté. On découvre dans un coffre-fort des documents prouvant ses relations avec l'étranger. Le procès s'annonce, mais surtout, une nouvelle étape commence. Le 21 septembre 1792, la République est proclamée, la première République de l'histoire de France. Le 21 septembre 1792, la monarchie est officiellement abolie. La République naît dans le tumulte et le sang. On est en guerre avec l'Europe, en guerre avec les royalistes, en guerre avec soi-même. Bref, c'est une république en état d'urgence permanent. Louis XVI n'est plus que Louis Capet, citoyen justiciable. Son procès s'ouvre fin 1792. L'accusation est sans ambiguïté, trahison, intelligence avec l'ennemi, atteinte à la souveraineté nationale. Le 21 janvier 1793, il monte à l'échafaud. Un silence glacé s'empare de Paris, puis la République respire, un temps. Mais au lieu de calmer le jeu, l'exécution enflamme les passions. À l'étranger, les monarchies d'Europe frémissent. La première coalition se forme contre la France. À l'intérieur, la guerre civile couve. En Vendée, une insurrection monarchiste et catholique éclate. Dans le sud, des villes fédéralistes refusent la mainmise de Paris. L'unité républicaine est une fiction. Robespierre pourtant ne délire pas seul, il s'appuie sur les Jacobins, club politique dominant, et sur les sans-culottes qui font régner l'ordre révolutionnaire dans les rues. Paris devient une ville sous tension. La moindre critique devient suspecte. La liberté d'expression
suspendue, la presse épurée. C'est un paradoxe cruel. La République naît au nom de la liberté et elle s'affermit par la répression. Et pourtant, dans ce climat d'angoisse, l'État se structure. La levée en masse est décrétée, une mobilisation totale du peuple pour défendre la patrie. Les armées républicaines, galvanisées, commencent à remporter des victoires. Valmy, en septembre 1792, est le tournant. L'armée prussienne recule. La République tient bon. Mais Robespierre va trop loin. Le 8 juin 1794, il organise la fête de l'être suprême, une cérémonie quasi mystique dans laquelle il incarne littéralement le sommet de la vertu révolutionnaire. Même ses partisans lèvent un sourcil. Le 27 juillet 1794, soit le 9 Thermidor en deux, ses ennemis passent à l'action. Robespierre est arrêté, guillotiné le lendemain. Fin de la terreur. Commence alors une période plus tiède, le Directoire. On revient à une république modérée. Les jacobins sont écartés, les royalistes surveillés, les sans-culottes muselés. C'est l'ère des bourgeois, des rentiers, des modérés. Entendez par là les gens qui veulent la révolution sans ses excès, la République sans les têtes qui tombent. Le Directoire, mis en place par la Constitution de l'an 3, 1795, repose sur un système complexe. Un exécutif collégial de 5 directeurs, 2 chambres législatives, un suffrage censitaire. Le pouvoir est morcelé pour éviter une nouvelle dictature. Le résultat, une instabilité chronique. En 4 ans, 13 gouvernements se succèdent. Les coups d'État sont réguliers, à gauche comme à droite. La corruption est endémique. Le peuple s'éloigne. Mais un acteur monte en puissance, l'armée. Et dans l'armée, un jeune général corse attire tous les regards, Napoléon Bonaparte. Il brille en Italie, puis en Égypte. Son aura grandit. En 1799, le Directoire est à bout de souffle. Le 18 Brumaire en 8, 9 novembre 1799, Bonaparte entre au pouvoir. Il renverse le Directoire avec l'aide de Sieyès et Roger Ducos. Un coup d'État savamment orchestré. Il devient premier consul. En théorie, la République continue. En pratique, la démocratie recule. Les assemblées perdent leur pouvoir. Le peuple, consulté par plébiscite, valide en masse les décisions. On ne le sait pas encore, mais la République est entrée dans une parenthèse impériale. La première République, née dans l'enthousiasme, s'achève dans la lassitude. Elle a enfanté la terreur, la guerre, le chaos, mais aussi l'idée d'un peuple souverain, d'un État laïque, d'une citoyenneté active. Elle a échoué à se stabiliser, mais elle a posé les bases. Elle n'a pas duré, mais elle a marqué. L'Assemblée, débordée, met en place un pouvoir d'exception, le Comité de salut public. C'est lui qui va piloter la République de guerre. À sa tête, un homme s'impose, Maximilien Robespierre, surnommé l'incorruptible. Il veut une république vertueuse, où la terreur est au service de la justice. Et la terreur devient une politique. De septembre 1793 à juillet 1794, c'est la purge permanente. Tribunaux révolutionnaires, dénonciation à l'appel, guillotine en série. Mars 1815. Napoléon s'échappe de l'île d'Elbe, débarque à Golfe-Juan et remonte vers Paris. Les troupes envoyées pour l'arrêter se rallient à lui une par une. Louis XVIII fuit. C'est les 100 jours, un retour éclair. Mais l'Europe n'a pas oublié. À Waterloo, le 18 juin 1815, Napoléon est vaincu définitivement par les Anglais et les Prussiens. Il abdique à nouveau et est envoyé à Sainte-Hélène cette fois pour de bon. Qu'a laissé l'Empire derrière lui? Une France modernisée, centralisée, laïcisée, mais épuisée. Un héritage ambivalent, à la fois autoritaire et progressiste, patriote et conquérant, bâtisseur et destructeur. Et la République dans tout ça? Étouffée sous le poids du pouvoir personnel, elle n'a été qu'un masque. Mais les idées révolutionnaires ont survécu. Elles attendent leur heure. Et de l'efficacité, il en a à revendre. Napoléon réorganise la France de fond en comble, il met de l'ordre dans le chaos post-révolutionnaire, il crée les préfets, véritables petits monarques régionaux, les lycées pour former une élite méritocratique, le code civil, dit code Napoléon, la Banque de France, les chambres de commerce. Tout ce qui constitue aujourd'hui l'ossature de l'État français prend forme sous lui. Même notre fameuse carte judiciaire vient de là. Le code civil, c'est sa grande œuvre, il synthétise l'héritage révolutionnaire, égalité devant la loi, fin des privilèges de naissance, tout en restaurant l'ordre patriarcal, les femmes, mineures à vie, les esclaves, réduits au silence. Napoléon rétablit l'esclavage en 1802 dans les colonies, aboli 8 ans plus tôt. Un retour en arrière dramatique, souvent occulté, mais lourd de conséquences. Waterloo, 18 juin 1815. Napoléon est terrassé une bonne fois pour toutes, et les puissances européennes n'ont qu'une idée en tête, restaurer l'ordre. Traduction, remettre sur le trône un Bourbon, Louis XVIII, frère de Louis XVI. C'est le retour à la monarchie. Mais attention, une monarchie constitutionnelle sur le papier. En réalité,
la République sans les têtes qui tombent. Le directoire, mis en place par la Constitution de l'an 3, 1795, repose sur un système complexe. Un exécutif collégial de 5 directeurs, 2 chambres législatives, un suffrage censitaire. Le pouvoir est morcelé pour éviter une nouvelle dictature. Le résultat, une instabilité chronique. En 4 ans, 13 gouvernements se succèdent. Les coups d'État sont réguliers, à gauche comme à droite. La corruption est endémique. Le peuple s'éloigne. Mais un acteur monte en puissance, l'armée. Et dans l'armée, un jeune général corse attire tous les regards, Napoléon Bonaparte. Il brille en Italie, puis en Égypte. Son aura grandit. En 1799, le directoire est à bout de souffle. Le 18 Brumaire en 9 novembre 1799, Bonaparte entre au pouvoir. Il renverse le directoire avec l'aide de Sieyès et Roger Ducos. Un coup d'État savamment orchestré. Il devient premier consul. En théorie, la République continue. En pratique, la démocratie recule. Les assemblées perdent leur pouvoir. Le peuple, consulté par plébiscite, valide en masse les décisions. On ne le sait pas encore, mais la République est entrée dans une parenthèse impériale. La première République, née dans l'enthousiasme, s'achève dans la lassitude. Elle a enfanté la terreur, la guerre, le chaos, mais aussi l'idée d'un peuple souverain, d'un État laïque, d'une citoyenneté active. Elle a échoué à se stabiliser, mais elle a posé les bases. Elle n'a pas duré, mais elle a marqué. L'Assemblée, débordée, met en place un pouvoir d'exception, le Comité de salut public. C'est lui qui va piloter la République de guerre. À sa tête, un homme s'impose, Maximilien Robespierre, surnommé l'incorruptible. Il veut une république vertueuse, où la terreur est au service de la justice. Et la terreur devient une politique. De septembre 1793 à juillet 1794, c'est la purge permanente. Tribunaux révolutionnaires, dénonciation à l'appel, guillotine en série. Une restauration déguisée. Louis XVIII n'est pas un despote hystérique, il est plutôt du genre prudent. Il promulgue la charte constitutionnelle de 1814 qui reconnaît quelques acquis de la Révolution, égalité devant la loi, liberté religieuse, code civil, mais rétablit aussi la noblesse, les titres, la primauté du roi. C'est le grand écart permanent entre les nostalgiques de l'Ancien Régime et les enfants de la Révolution. Les 27, 28 et 29 juillet 1830, les Trois Glorieuses, le peuple de Paris se soulève. Des barricades dans les rues, des combats entre civils et soldats, Charles X abdique et s'enfuit, fin de la Restauration. Mais cette fois, on ne proclame pas une république. Non. Les élites, paniquées à l'idée d'un nouveau chaos révolutionnaire, choisissent un compromis, une monarchie citoyenne. On propose la couronne à Louis-Philippe d'Orléans, cousin des Bourbons, mais plus libéral. Il devient roi des Français et non roi de France. Subtilité sémantique, mais symbole fort. C'est le début de la monarchie de juillet, 1830-1848. Louis-Philippe se veut moderne, bourgeois, proche du peuple. Il remplace les symboles royaux, salue en habit noir, serre des mains, mais dans les faits, c'est un régime pour les riches. Le suffrage censitaire reste en place. Seuls les plus fortunés votent. En 1846, moins de 250 000 Français sur 35 millions participent aux élections. Une démocratie à entrée très sélective. Les inégalités sociales explosent. Les ouvriers s'entassent dans des quartiers misérables pendant que les affaires prospèrent. La spéculation immobilière bat son plein. On construit, on restructure Paris, mais toujours au profit des élites. Le prolétariat, lui, crève en silence. Et la presse, bien que libéralisée, n'est pas tendre. Des journaux comme Le National, La Réforme, L'Illustration tirent à boulet rouge sur Louis-Philippe, surnommé le roi banquier. On moque sa bedaine, son parapluie, sa peur panique des foules. Daumier le caricature avec férocité. La tension monte tout au long des années 1840. Crise économique, misère sociale, scandale financier. Les banquets républicains se multiplient. Sous prétexte de dîner politique, on critique le régime. Le gouvernement tente d'interdire ces rassemblements. Mauvaise idée. Février 1848. À Paris, une manifestation dégénère. Des barricades surgissent. L'armée tire. Des morts. Le peuple envahit les rues. Louis-Philippe abdique et s'enfuit à Londres, déguisé en bourgeois. Pathétique. Et cette fois, on ne passe pas par 4 chemins. La Deuxième République est proclamée. Le suffrage universel masculin est instauré, le droit au travail inscrit dans les principes. L'espoir renaît. Mais l'épisode Louis-Philippe laisse un goût amer. Encore une monarchie tombée sur l'autel des inégalités, de l'entre-soi, du mépris social. Encore un pouvoir persuadé que la démocratie peut se gérer entre initiés. En 33 ans, la France a tenté 2 restaurations monarchiques. 2 échecs cuisants. Le peuple veut autre chose. Il veut participer, il veut voter, il veut exister. La République, elle, n'est pas encore stabilisée, mais elle revient, une fois de plus, portée par les mêmes. La rue, les idées, la colère.
La France de Louis XVIII est celle des compromis fragiles. La bourgeoisie triomphante, les anciens nobles ragaillardis, les anciens révolutionnaires discrets, et un roi qui tente de garder tout ce monde ensemble à coups de demi-mesure. Il meurt en 1824, sans avoir vraiment passionné les foules. Lui succède son frère, Charles X. Et là, changement de ton. Charles est ultra-royaliste, convaincu que la Révolution n'était qu'une parenthèse maudite. Il veut restaurer la monarchie de droit divin, canoniser les émigrés, indemniser les nobles spoliés, relancer l'influence de l'Église. En 1825, il fait voter une loi d'indemnisation des émigrés, payée par l'État. En clair, le peuple paie les dégâts de la noblesse. On appréciera l'ironie, mais Charles X ne s'arrête pas là. En 1830, il tente un coup de force avec les ordonnances de Saint-Cloud. Il suspend la liberté de la presse, dissout la Chambre, restreint le corps électoral. Une tentative de retour en arrière qui provoque une révolution. Un vent de révolution souffle sur l'Europe. À Paris, la monarchie de Juillet s'effondre. En quelques jours, la rue a eu raison d'un régime figé, bourgeois, déconnecté. Cette fois, pas de demi-mesure. Il écrase ses adversaires avec 74% des voix. Une victoire écrasante, mais vide de programme. Louis-Napoléon ne parle presque pas. Il séduit par son mutisme. La démocratie a élu un nom, un souvenir. Pendant 3 ans, la République va vivre dans une schizophrénie totale. Le président n'a pas les pleins pouvoirs, l'Assemblée se méfie, les monarchistes guettent, les bonapartistes s'organisent. Louis-Napoléon, en réalité, n'attend qu'une chose, le bon moment. Et ce moment arrive en décembre 1851. La Constitution l'empêche de se représenter. Qu'à cela ne tienne, il organise un coup d'État. Dans la nuit du 1er au 2 décembre, l'armée investit Paris, arrête les députés récalcitrants, occupe les journaux. C'est propre, net, efficace. Le peuple, globalement passif. Quelques insurrections sont matées. La peur, la lassitude et le souvenir du chaos jouent en faveur de Bonaparte. Il organise un plébiscite pour faire valider son pouvoir. Résultat, 92% de oui. 2 ans plus tard, en 1852, il proclame l'Empire. Il devient Napoléon III, rideau sur la Deuxième République. Ce court épisode républicain, à peine 3 ans, a été un laboratoire politique. On y a testé le suffrage universel, les droits sociaux, la souveraineté populaire. Mais l'expérience a été brève, confuse et souvent trahie. La Deuxième République a échoué à canaliser la demande sociale. Elle a marginalisé les classes populaires. Elle a élu un président qui ne croyait pas à la République. Elle a confirmé que le suffrage universel peut être un instrument contre la démocratie quand le peuple est manipulé ou désorienté. Et pourtant, elle a planté des graines. Le droit au travail, les premières coopératives, l'idée de solidarité nationale, la centralité du suffrage, autant d'idées qui reviendront sous d'autres formes. Mais en 1851, la République est, une fois de plus, interrompue. La République s'est couchée dans la nuit du 2 décembre 1851, sans tambour, mais avec quelques arrestations bien ciblées. Le lendemain, la France se réveille avec un président devenu dictateur. Louis-Napoléon Bonaparte, élu à la faveur de son nom et du rejet du désordre, transforme le pouvoir exécutif en trône. 1 an plus tard, il devient Napoléon III. Le Second Empire est né, officiellement empire démocratique. En pratique, autoritaire, centralisé, vertical. Du sur-mesure pour un homme seul. Mais Napoléon III n'est pas un simple caricature d'autocrate moustachu. Il a une vision. Il veut réconcilier le peuple avec l'autorité. Un pouvoir fort, oui, mais au service du progrès. Il parle d'empire libérateur, ce rêve en César social. Et dans un premier temps, ça marche. Socialement, l'Empire joue la carte du paternalisme. On encourage les sociétés de secours mutuels, on interdit le travail de nuit des enfants, on réforme le droit des sociétés. Rien de révolutionnaire, mais juste assez pour séduire une partie du peuple. Les ouvriers, encadrés, peuvent espérer un progrès lent. Mais gare à ceux qui réclament trop vite. La répression est toujours prête, car l'Empire est verrouillé. La presse est censurée, les opposants envoyés en prison ou en exil. Victor Hugo, pour ne citer que lui, se réfugie à Guernesey et balance ses missiles poétiques depuis la mer. Les élections sont contrôlées, les candidats officiels soutenus par l'administration. L'opposition républicaine, orléaniste ou légitimiste est marginalisée. Mais à partir de 1860, le régime évolue. Napoléon III comprend que la société change. Il amorce un virage libéral. La presse est un peu plus libre, les débats parlementaires autorisés, l'opposition renaît timidement. C'est le libéralisme impérial. Trop tard, peut-être. Sur le plan international, Napoléon III veut briller. Il s'engage en Crimée, 1854-1856, aux côtés des Britanniques contre la Russie. Victoire. Puis il intervient en Italie pour aider les Piémontais contre l'Autriche, ce qui contribue à l'unification italienne. Encore un succès. Mais ensuite, les choses se gâtent. En 1861, il envoie des troupes au Mexique
pour installer un empire fantoche avec l'archiduc Maximilien d'Autriche à sa tête. Échec cuisant, les Mexicains résistent, Maximilien est fusillé. En Europe, la montée en puissance de la Prusse d'Otto von Bismarck inquiète, mais Napoléon III sous-estime son adversaire. Et voilà, 1870, le piège se referme. Un télégramme provocateur, une déclaration de guerre précipitée et l'armée française s'effondre. Sédan, 2 septembre 1870. L'empereur est capturé, la défaite est humiliante, Paris explose, le régime s'effondre en 2 jours. Le 4 septembre 1870, la République est proclamée à l'Hôtel de Ville. La Troisième République cette fois. Et le bilan du Second Empire, contradictoire. Modernisateur mais autoritaire. Visionnaire sur le plan économique mais désastreux sur la scène internationale. Il a réconcilié un temps les Français avec le progrès mais les a trahis par son orgueil militaire. Il a préparé la modernité mais en refusant la démocratie. Un régime qui aura tout tenté, séduire, imposer, corriger, reculer puis sombrer. Un empereur qui voulait être le pont entre César et le peuple et qui a fini dans un piège tendu par Bismarck. Les premières années du Second Empire sont marquées par la stabilité et la croissance. Le pays se modernise à grande vitesse. Les chemins de fer quadrillent la France, les ports s'agrandissent, les banques de dépôt apparaissent. C'est le décollage du capitalisme français. Le crédit, la spéculation, l'investissement deviennent les nouveaux moteurs de l'économie. Et Paris se transforme. Le baron Haussmann, préfet de la Seine, perce de larges avenues, rase les vieux quartiers, construit égouts, fontaines, parcs. Paris devient une vitrine moderne, aérée, contrôlable aussi. Les larges boulevards permettent de mieux réprimer les émeutes. Un urbanisme de l'ordre public autant que de l'esthétique. 4 septembre 1870. 2 jours après la débâcle de Sedan et la capture de Napoléon III par les Prussiens, Paris proclame la République. Encore une fois. Et cette fois-ci, on n'attend pas un référendum ni une constituante. C'est fait. Point. C'est le retour de la souveraineté populaire. Un peu improvisé, un peu dans la panique, mais assumé. À sa naissance, la Troisième République est un régime de guerre. Les Prussiens assiègent Paris. Le gouvernement provisoire, dirigé par le républicain modéré Adolphe Thiers, capitule en janvier 1871. L'Alsace et une partie de la Lorraine sont cédées à l'Allemagne. Une humiliation. La blessure nationale est profonde et elle va obséder la République pendant des décennies. Au début, la République est minoritaire, elle avance masquée. Les monarchistes croient encore pouvoir restaurer la royauté, mais le prétendant légitimiste, le comte de Chambord, refuse de régner sous le drapeau tricolore. Il tient au drapeau blanc. Résultat, les républicains gagnent du temps et finissent par s'imposer dans les urnes. Et la République se structure. Elle devient celle des instituteurs, des maires de village, des conseils municipaux. Jules Ferry instaure l'école gratuite, laïque et obligatoire. La République devient un régime d'éducation, de raison, de civisme. La figure de l'instituteur remplace celle du curé. Le petit Français apprend à lire et à être républicain. Mais c'est aussi un régime profondément colonial. Sous couvert de mission civilisatrice, la Troisième République envahit, soumet, exploite. Afrique, Indochine, Madagascar, Antilles, l'empire colonial devient gigantesque, second derrière celui du Royaume-Uni. On parle de progrès, d'humanité, mais sur le terrain, c'est violence, spoliation, racisme structurel. L'affaire Dreyfus, en 1894, révèle les tensions internes. Un officier juif, Alfred Dreyfus, est accusé, à tort, de trahison. La presse nationaliste, l'armée, l'Église se déchaînent. Zola écrit « J'accuse dans l'aurore ». L'opinion se fracture. Les antisémites face aux républicains universalistes. Après 12 ans de combat, Dreyfus est réhabilité. Mais la République sort meurtrie de cette affaire. Elle a révélé ses failles, ses haines souterraines. En 1905 vient la séparation des églises et de l'État, une loi fondamentale. L'État devient officiellement neutre, laïque, plus aucun budget public pour les cultes. C'est un combat qui aura mis plus d'1 siècle à aboutir. Et encore aujourd'hui, cette loi reste un pilier autant qu'un point de friction. 1914, la guerre éclate. L'union sacrée est décrétée. Tous les partis, toutes les classes sociales font bloc. Mais ce sera un carnage. La Première Guerre mondiale emporte 1,4 million de soldats français, mutile des centaines de milliers d'autres. Les tranchées, Verdun, la Marne, la République survit, mais à quel prix? Après-guerre, c'est la République des anciens combattants. Le plus jamais ça devient un mantra. On vote des lois sociales, on crée des offices pour les mutilés, les orphelins, mais c'est aussi une société blessée, hantée par la mort, minée par les dettes. Les années 30 voient monter les périls. La crise économique de 1929 frappe de plein fouet. Le chômage, la misère, les scandales financiers, affaire Stavisky, alimentent la défiance. En 1934, les ligues d'extrême droite manifestent à Paris. Il y a des morts,
La République tremble. Le Front populaire arrive en 1936 avec Léon Blum. Espoir immense, congés payés, semaine de 40 heures, convention collective. Les classes populaires entrent enfin dans l'histoire. Mais les tensions internationales, l'Espagne franquiste, l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste, font monter les crispations. Et l'élan du Front populaire s'essouffle. Pétain arrive au pouvoir. Le 10 juillet, les pleins pouvoirs lui sont votés. La République est suspendue. Vichy commence. Et pourtant, cette Troisième République aura tenu 70 ans, la plus longue. Elle a éduqué, modernisé, administré, mais elle n'a jamais réussi à passionner. Faible exécutif, gouvernement instable, division interne permanente, elle a résisté aux coups de force aux royalistes, aux communards, aux ligues fascisantes, mais pas aux chars allemands. Elle aura été l'école de la République, mais pas sa forteresse. Mais la vraie explosion, c'est la Commune. En mars 1871, les Parisiens, furieux contre le gouvernement replié à Versailles, prennent les armes et instaurent un régime autonome, autogéré, égalitaire. C'est la première insurrection socialiste moderne. Des réformes radicales sont votées. Séparation de l'Église et de l'État, éducation laïque, suppression du travail de nuit dans les boulangeries. Mais Thiers envoie l'armée. La semaine sanglante fait des milliers de morts. Paris est maté, mais la mémoire reste. La Troisième République commence par une guerre civile. Et pourtant, elle s'installe. En 1875, les républicains, monarchistes, orléanistes et légitimistes trouvent un compromis. On adopte des lois constitutionnelles, pas de vraie constitution écrite comme en 1791 ou 1848, mais une série de textes qui organisent les pouvoirs, un président de la République, un parlement bicaméral avec une chambre des députés et un sénat. Le régime parlementaire à la française est né. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la République revient par la petite porte. Le régime de Vichy est jugé illégal, De Gaulle rétablit la légalité républicaine et une nouvelle page s'ouvre. Mais cette page très vite se froisse. Dès 1944, le gouvernement provisoire de la République française, GPRF, est mis en place. Il rétablit les libertés, purge partiellement l'administration, juge les collaborateurs. De Gaulle, chef de la résistance, en est naturellement le chef. Mais il démissionne en 1946, refusant un système parlementaire faible, semblable à celui d'avant-guerre. Il prophétise l'impuissance. Il ne croit pas à une république sans autorité exécutive forte. Le 27 octobre 1946, une nouvelle constitution est adoptée. La 4e République est officiellement née. Elle ressemble beaucoup à la 3e. Un président faible, un gouvernement responsable devant une assemblée toute puissante, une instabilité chronique programmée. Et ça ne manque pas. En 12 ans, pas moins de 22 gouvernements se succèdent, une moyenne de 1 tous les 7 mois. Une valse sans fin. Chaque crise, chaque remaniement devient un psychodrame. Les ministres changent plus vite que les trains à Montparnasse, mais la 4e, malgré sa faiblesse institutionnelle, est une république de reconstruction. L'après-guerre est terrible. La France est à genoux, ville détruite, infrastructures à terre, rationnement, misère, et pourtant elle se relève. Avec l'aide du plan Marshall et surtout grâce au volontarisme de l'État, les 30 glorieuses commencent. C'est le temps des nationalisations, Renault, EDF, GDF, Air France, les grandes banques. L'économie est pilotée par l'État. La planification indicative devient la norme. Jean Monnet, père de l'Europe, incarne cette volonté de modernisation. On lance la sécurité sociale, les allocations familiales, les conventions collectives. L'État-providence à la française prend forme. Politiquement, c'est le tripartisme, socialiste, SFIO, communiste, PCF et démocrate chrétien, MRP, domine la scène. Mais les alliances se font et se défont au gré des humeurs. Le PCF, après une brève participation au gouvernement, est écarté en 1947 en pleine guerre froide. Le rideau de fer tombe aussi sur la politique intérieure. À l'international, la France perd ses illusions coloniales. En 1946, une guerre éclate en Indochine contre le Viet Minh. 8 ans plus tard, en 1954, c'est la débâcle de Dien Bien Phu. Humiliation. La France signe les accords de Genève et quitte l'Asie. Mais ce n'est pas fini. En Afrique du Nord, la contestation gronde. À Madagascar en 1947, l'armée réprime une insurrection indépendantiste dans le sang. En Tunisie, au Maroc, les nationalistes s'organisent. Et surtout en Algérie. Le 1er novembre 1954, la Toussaint Rouge marque le début de la guerre d'Algérie. Le FLN, Front de Libération Nationale, revendique l'indépendance. La République, elle, refuse. Pour elle, l'Algérie, c'est la France. Pas une colonie, mais un territoire à part entière. La guerre s'enlise, devient une guerre civile larvée. Torture, attentats, répression, censure. La République vacille moralement et militairement, elle s'embourbe. En 1956, le gouvernement Guy Mollet envoie le contingent. La conscription devient un outil de guerre. L'armée gagne sur le terrain mais perd les cœurs. La crise politique est permanente.
la 4e République montre son incapacité à trancher. Une crise majeure éclate à Alger. Les militaires, ulcérés par la mollesse de Paris, menacent de prendre le pouvoir. À Paris, c'est la panique. Les institutions sont paralysées. L'Assemblée rappelle De Gaulle. Le 1er juin, il devient président du Conseil avec des pouvoirs exceptionnels. Il exige une nouvelle constitution. Le 28 septembre 1958, elle est adoptée par référendum. Une nouvelle république est née, la 5e. Et la 4e, un régime sans prestige, sans souffle, sans incarnation, mais un régime utile qui a reconstruit, modernisé, posé les fondations de l'État social. Elle a préparé la France de demain, sans jamais réussir à incarner celle d'aujourd'hui. Un régime utile, mais impuissant. Né pour panser les plaies, incapable de décider dans la douleur, la République vacille, l'armée menace, l'Algérie flambe, l'Assemblée ne gouverne plus, les Français sont épuisés par l'instabilité. Alors, on appelle un revenant, Charles de Gaulle. L'homme du 18 juin, celui qui avait quitté la scène en 1946 en prédisant le chaos parlementaire, revient en sauveur. Il ne prend pas le pouvoir, il le réclame et l'obtient. Mais il pose ses conditions, une nouvelle constitution. Le texte est adopté par référendum avec 80% des voix. La 5e République est née, son cœur battant, un exécutif fort, un président au sommet, au-dessus des partis, garant des institutions, arbitre suprême et stratège politique. De Gaulle appelle ça la monarchie républicaine. Il sait de quoi il parle. En 1962, il fait passer l'élection du président au suffrage universel direct. Une révolution silencieuse. Désormais, le chef de l'État tire sa légitimité directement du peuple. Il devient l'alpha et l'oméga de la politique nationale. Mais en mai 1968, le vieux général affronte une France en mutation. Étudiants, ouvriers, intellectuels. Le pays se soulève contre l'autorité, la tradition, l'immobilisme. Les slogans fusent. Sous les pavés, la plage, il est interdit d'interdire. De Gaulle hésite, s'efface, revient, dissout l'Assemblée. Il gagne les élections, mais sans que son temps ait passé. En 1969, après un référendum perdu, il démissionne. Pompidou lui succède. C'est la République des 30 glorieuses, des autoroutes, du développement industriel, mais aussi du mal français. Une croissance en bout de course, un État centralisé, un début de crise écologique. Puis vient Giscard. Il abaisse la majorité à 18 ans, légalise l'avortement grâce à Simone Veil, modernise les institutions, mais la crise économique frappe. Choc pétrolier, chômage, désindustrialisation, la présidence devient une fonction d'équilibriste. 1981, Mitterrand, premier président de gauche de la 5e République. Il abolit la peine de mort, nationalise, lance de grands travaux, la pyramide du Louvre, la BNF, la Défense. Il cohabite 2 fois avec la droite. La République montre qu'elle peut survivre à des majorités opposées sans exploser. Mais elle devient plus technocratique, plus politicienne. Chirac suit. 12 ans de présidence molle, entre référendum raté sur l'Europe, scandale d'emploi fictif et refus de la guerre en Irak, il devient populaire à force de ne rien faire. En 2000, il fait adopter le quinquennat. Désormais, président et député sont élus en même temps. Résultat, le président devient chef de majorité, la fonction s'hyper-présidentialise. Puis vient Sarkozy, 5 années de réformes à la hussarde, de bling-bling assumé, d'hyper-présidence médiatique. Il réforme les retraites, bouleverse la carte judiciaire, se réconcilie avec l'OTAN. Mais il fracture la société, fatigue le pays. En 2012, il est battu. Hollande lui succède sur un malentendu. Moi, président, promet une présidence normale. Il héritera d'une présidence fantomatique. Loi travail imposée à coup de 49.3, montée du FN, attentat de 2015, crise migratoire. Il renonce à se représenter, du jamais vu. Et en 2017, Macron, jeune, disruptif, techno, ni de droite, ni de gauche. Il arrive comme un ovni. Il pulvérise les partis traditionnels, promet la modernisation. Il réforme à marche forcée, SNCF, retraite, code du travail, impôts. Il gouverne par ordonnance, contourne les corps intermédiaires, verticalise tout. Mais très vite, les failles apparaissent. Les gilets jaunes, puis les mobilisations contre la réforme des retraites, la loi sécurité globale, les violences policières. Le président jupitérien découvre une France en colère, éclatée, exaspérée. Les 49.3 se multiplient. Le Parlement devient chambre d'enregistrement. L'abstention bat des records. Le peuple décroche. La 5e République, conçue pour l'efficacité, devient synonyme d'autoritarisme mou. L'exécutif gouverne sans dialogue. Les contre-pouvoirs s'étiolent. Les citoyens désertent les urnes. Les jeunes votent Le Pen ou Mélenchon ou s'abstiennent. La rue redevient le lieu du politique. Et pourtant, le système tient. Mais pour combien de temps encore ? Le débat sur une 6e République enfle. Doit-on en finir avec le présidentialisme ? Faut-il plus de proportionnel, plus de participation directe, plus de contrôle citoyen ?
La cinquième a tenu plus de 60 ans, plus que toutes les précédentes, mais elle est épuisée, non pas en raison de ses institutions seules, mais de l'usage qu'on en fait. Un président surpuissant, des députés godillots, une opposition réduite à l'impuissance. La République est toujours là, mais pour combien de temps encore avant qu'un vrai aggiornamento ne s'impose? Dès le départ, cette cinquième est conçue comme une réponse aux faiblesses de la quatrième. Exit les gouvernements instables. Le président nomme le Premier ministre, peut dissoudre l'Assemblée, prendre les pleins pouvoirs en cas de crise. Le Parlement, relégué au second plan. La République change de visage. De parlementaire, elle devient présidentialiste. Et ça marche, du moins au début. De Gaulle incarne la France debout. Il met fin à la guerre d'Algérie avec les accords d'Évian en 1962. Il accorde l'indépendance tout en préparant une France postcoloniale. Il développe l'armement nucléaire, affirme l'indépendance nationale, sort de l'OTAN, dit non aux anglo-saxons, au dollar roi. Il rêve d'une Europe des patries et refuse l'adhésion du Royaume-Uni. Il inaugure une diplomatie d'équilibre entre grandeur et souveraineté. Depuis plus de 2 siècles, la République française est une idée en mouvement. Elle est née dans la violence, s'est cherchée dans l'instabilité, s'est renforcée dans les crises et s'est transmise dans les institutions, les luttes, les écoles, les urnes et parfois dans la rue. Chaque république a été la réponse à un échec. La première, fille du sang et de l'espoir, s'est effondrée dans la terreur. La deuxième, pleine de promesses sociales, n'a pas résisté à un Bonaparte de trop. La troisième, stable mais figée, n'a pas survécu aux blindés de la Wehrmacht. La quatrième, brillante sur le papier, a succombé aux guerres coloniales. La cinquième, autoritaire mais efficace, vacille aujourd'hui sous le poids de son propre verticalisme. Ce récit n'est pas terminé, il s'écrit encore. Il s'écrit peut-être en ce moment à l'Assemblée, dans une manif, dans une salle de classe ou dans une conversation de bistrot. Et s'il y a une chose que l'histoire nous a apprise, c'est que la République ne meurt jamais vraiment. Elle mute, elle revient, parfois plus forte, parfois différente, mais elle revient, parce qu'au fond, ce n'est pas elle qui nous appartient, c'est nous qui lui appartenons. Et pourtant, à chaque chute, le peuple français a relevé l'étendard. Car la République, ce n'est pas qu'un régime, c'est un récit collectif, une promesse, une tension permanente entre l'idéal d'égalité et la réalité des intérêts, entre la souveraineté populaire et le pouvoir des appareils, entre la démocratie et la technocratie. Aujourd'hui, la République est contestée, critiquée, bousculée. Et c'est peut-être bon signe, car une République qui ne fait plus débat est une République qui s'endort. La question n'est pas « faut-il changer de République ?», mais plutôt « que voulons-nous qu'elle devienne ?» Une république de spectateurs ou de citoyens, une république d'ordre ou de justice, une république d'élus ou de comptes à rendre.